Bonjour et bienvenue dans notre cours de marketing. Aujourd'hui, nous allons aborder la stratégie de l'océan bleu. Donc, nous allons voir un petit peu l'historique de cette stratégie, ses origines, puis nous aborderons le concept qu'elle recouvre. Nous verrons comment la mettre en œuvre au travers d'une méthodologie. Nous en verrons donc les limites et les bonnes pratiques. Et puis, tout au long du cours, nous l'illustrerons par un cas pratique qui est la Wii, considérée comme l'océan bleu de Nintendo. Donc en introduction, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette stratégie de l'océan bleu? Qu'elle est au cœur du marketing stratégique, aux côtés des stratégies classiques que l'on connaît. Et si on pouvait faire un parallèle, on pourrait dire qu'elle se rapproche de l'avantage concurrentiel de Porter, bien que Porter, lui, se positionne sur le marché existant avec ses concurrents, alors que sur la stratégie de l'océan bleu, on va bien au-delà et on va le voir. Ainsi, elle est donc proche de cette stratégie de différenciation, qui est de trouver une différenciation par un avantage concurrentiel. C'est donc cette stratégie-là qui est l'embryon de l'océan bleu, et je dis bien l'embryon pour montrer à quel point c'est beaucoup plus petit et infime que cette stratégie de l'océan bleu qui permet de penser à la fois différemment non seulement son offre, son marché, mais également sa cible. Il s'agit en effet d'adresser une nouvelle cible avec un nouveau produit et on va voir comment on peut faire tout ça. Donc les fondateurs, c'est Chan Kim et René Mauborgne. Ils sont co-dirigeants du Blue Ocean Strategy Institute à l'INSEAD et ils sont pour l'un professeurs en management et pour l'autre professeurs en stratégie. La stratégie de l'océan bleu, elle a bouleversé les fondamentaux de la théorie de l'innovation stratégique des entreprises. Jusque-là, on pensait que l'innovation était forcément technologique et on va voir que Kim et Mauborgne invite toutes les entreprises via des innovations disruptives, c'est-à-dire en rupture avec les codes traditionnels, à aller conquérir de nouveaux marchés. Ils se sont appuyés sur un ouvrage qu'ils ont publié en 2005 qui s'appelle Stratégie océan bleu, comment créer de nouveaux espaces stratégiques, traduit en 43 langues, vendu à 3,5 millions d'exemplaires. Et il a reçu de nombreux prix et une reconnaissance internationale. C'est aussi l'aboutissement de 15 ans d'études sur une centaine d'entreprises qui leur a permis ensuite de créer justement ce fameux campus de Fontainebleau en 2007. Maintenant, voyons un petit peu ce que recouvre ce concept, cette stratégie de l'océan bleu. En fait, elle se constitue autour de deux espaces distincts, donc l'océan bleu dont on va beaucoup parler, qu'elle oppose à l'océan rouge et on va voir ce que ça recouvre. L'objectif évidemment est de changer d'océan en passant du rouge au bleu, donc le rouge où il y a beaucoup d'entreprises, au bleu où on se retrouve seul sur un nouveau marché. L'océan rouge, donc vous l'aurez compris, c'est l'approche traditionnelle que l'on a du marché. On est dans un environnement que l'on connaît, avec une concurrence parfois acharnée, avec des acteurs qui se multiplient. Il faut savoir donc aussi s'adapter aux tendances économiques sur un marché qui est soit à maturité, voire carrément saturé, où il peut y avoir une course à la baisse des prix, et évidemment une ouverture internationale. Les objectifs dans l'océan rouge, ils sont de se concentrer le plus possible sur son cœur de métier pour être le plus performant possible, délocaliser quand on n'a pas le choix pour baisser les prix et être compétitif, et toutefois faire de son mieux dans son espace concurrentiel. Dans l'océan bleu, c'est l'approche novatrice que proposent les auteurs Kim et Mauborgne. Il s'agit d'aller capturer une nouvelle clientèle
en créant de nouvelles tendances et en proposant une innovation radicale, ce qui va permettre, pour un temps, d'effacer la concurrence. Les objectifs dans l'océan bleu, c'est apporter de la valeur pour l'entreprise en termes de rentabilité, apporter de la valeur pour le client avec de l'innovation en répondant au mieux à ses attentes et ainsi effacer la concurrence dans un espace stratégique qui n'a encore pas été exploité. Donc si on veut résumer un petit peu cet océan bleu et cet océan rouge, on voit que dans l'océan bleu, on est sur un marché vierge de concurrents. Dans l'océan rouge, on agit sur le marché existant concurrentiel. Dans l'océan bleu, le but, c'est d'effacer les concurrents, de les mettre hors jeu. Dans l'océan rouge, c'est de les battre ou de les rattraper selon le cas. Dans l'océan bleu, on va essayer d'aller capturer une nouvelle demande, les non-clients. Dans l'océan rouge, on exploite la demande existante, c'est-à-dire les clients potentiels, les siens, et si on peut, aller grignoter ceux des concurrents. Dans l'océan bleu, le but est de casser le cercle qualité-prix. Dans l'océan rouge, c'est obtenir toujours le meilleur rapport qualité-prix. Dans l'océan bleu, on va essayer de créer une différenciation radicale, disruptive, qui va peut-être nous permettre de pratiquer des prix plus élevés. Dans l'océan rouge, on va essayer de poursuivre notre différenciation pour continuer à avoir une longueur d'avance ou essayer de rattraper ses concurrents, tout en ayant des prix soit bas ou au minimum compétitifs. Ainsi, on le voit, dans l'océan bleu, on est dans une démarche reconstructionniste, on construit un marché à son image avec son produit et sa nouvelle cible. Dans l'océan rouge, on va être sur une démarche structuraliste. Le marché est déjà structuré, il faut s'y adapter. Ainsi, on le voit dans la définition que l'on a donnée de l'océan bleu et de l'océan rouge, cette stratégie propose une analyse qui associe stratégie, marketing et innovation. Il s'agit d'aller explorer d'autres cadres pour y apporter une nouvelle valeur et y acquérir une position de leader. Maintenant, on va voir, c'est bien joli de dire qu'on va passer de l'océan bleu, de l'océan rouge à l'océan bleu. On va voir comment on peut changer d'océan grâce à une méthodologie que Kim et Mauborgne ont mis en évidence dans leur ouvrage. Il s'agit donc de créer de l'innovation, et pas n'importe laquelle, de l'innovation valeur, qui a donc de la valeur pour l'entreprise et de la valeur pour le consommateur. Mais attention, comme on l'a dit, ce n'est pas forcément de l'innovation technologique. Et on va voir après, avec des exemples, en quoi ça se confirme. Donc, on le voit sur ce schéma, il va s'agir d'agir sur les coûts pour l'entreprise et d'augmenter la valeur pour l'acheteur pour finalement avoir quelque chose qui est à la fois gagnant-gagnant et pour l'acheteur et pour l'entreprise. Ainsi, on se situe bien dans une double contrainte où on a à réduire les coûts en éliminant certains éléments jugés essentiels par tous les concurrents, mais finalement qui ne le sont plus pour la nouvelle cible. Et puis, on va augmenter la valeur pour le client en apportant des éléments qui étaient négligés par tous les concurrents, mais qui sont cette fois importants pour la nouvelle cible que l'on veut adresser. L'innovation valeur, on le voit bien, est donc la pierre angulaire sur laquelle il va falloir travailler qui compose cette stratégie de l'océan bleu. Donc, à ce titre-là, enfin, pour faire un petit peu, pour voir comment on peut la mettre en œuvre, Kim et Mauborgne ont établi un canevas stratégique, qu'ils ont appelé comme ça, qui permet d'observer les critères du marché et de les représenter sous forme de graphiques sur 2 axes. En abscisse, nous aurons les critères du marché traditionnel pour séduire les clients, c'est-à-dire ce sur quoi les consommateurs se basent pour choisir le produit en question.
Et en ordonnée, nous aurons les performances de ces critères, à savoir s'ils sont plus ou moins importants dans le choix des consommateurs et par rapport à leur performance dans le produit. Ainsi, l'objectif du canevas stratégique a un peu le même objectif que celui du SWOT, de l'analyse SWOT qu'on a l'habitude de faire en marketing stratégique. Il s'agit de réaliser un diagnostic pour orienter ensuite les actions à mener. On le voit là, le canevas stratégique du marché de la console avant l'arrivée de la Wii. On voit bien que la Xbox 360 et la PS3 ont les mêmes critères avec des valeurs différentes. On voit que la PS3 a fait un effort pour se situer au-dessus par rapport à tous les critères. Voilà. Maintenant, s'il y avait un nouveau concurrent et qui veut faire mieux, il faut encore, c'est de la surenchère. Et c'est ce qu'a décidé de ne pas faire Nintendo en proposant autre chose. On verra tout à l'heure. On va voir comment on peut être amené à aller sur un autre canevas stratégique que celui-là. Finalement, il s'agit de redéfinir de la valeur avec une grille qui a été réalisée par Kim et Mauborgne, qu'ils ont appelée la grille ERAC. C'est un acronyme où chaque lettre correspond à une action à réaliser, avec le E pour exclure les éléments inutiles, le R pour renforcer certains éléments, le A pour atténuer les caractéristiques qui coûtent sans apporter de la valeur ajoutée pour le client, et le C pour créer des sources de valeur négligées par les concurrents qui pourraient être importantes pour la nouvelle cible. Ainsi, on va tout réinterroger, on va revoir l'ensemble des postulats qui fondent un marché et les critères de choix des consommateurs. On va positionner le produit sur le marché en élargissant son audience aux non-clients. Et enfin, on va justement identifier ce marché des non-clients, leurs besoins, leurs profils, pour mieux les connaître. Ainsi, on peut se poser plusieurs questions pour trouver de nouveaux non-clients. Si un produit, par exemple, est essentiellement acheté par les hommes, comment le faire consommer par les femmes? C'est le cas du rasoir jetable. Très longtemps, il a été d'abord réalisé pour les hommes, utilisé uniquement par les hommes. L'évolution de l'épilation féminine a fait que les fabricants se sont aperçus que les femmes utilisaient les rasoirs jetables des hommes et ils les ont, on va dire, customisés, les ont mis en rose pour les adapter à la femme. Eh bien, aujourd'hui, il y a plusieurs versions, mais au départ, c'est juste un changement de couleur. Vous voyez donc là qu'on n'a pas d'innovation technologique, on a juste adapté le rasoir d'un point de vue graphique et d'un point de vue design à l'esprit féminin et à l'utilisation féminine. Donc là, on a bien une façon d'adresser des non-clients sans apporter une innovation technologique. On peut aussi se demander s'il est distribué par des intermédiaires, comment on peut le vendre directement au client final. C'est exactement ce qu'a fait Nespresso en partant du principe qu'ils pourraient vendre directement leurs capsules de café et ne pas passer par la grande distribution. C'était assez innovateur pour le café puisque normalement le café est distribué en grande surface. Là, Nespresso a utilisé un autre mode de distribution. On peut aussi se demander s'il est réservé aux spécialistes, comment le vulgariser et le vendre au grand public. C'est le cas par exemple des logiciels de comptabilité qui ont été un petit peu simplifiés pour en faire des gestions de comptes pour les particuliers. Évidemment là, le produit n'a pas subi non plus une innovation technologique, mais plutôt une simplification et il a fallu revoir surtout le discours pour s'adresser au grand public. Donc les clés de la réussite sont aussi d'aller analyser les solutions alternatives. Par exemple, si on est une compagnie aérienne, qu'on est dans le transport aérien, il va falloir voir selon les destinations, les temps de trajet, les autres possibilités que le consommateur a pour se déplacer, comme le train, la voiture, les transports en commun, etc., pour voir pourquoi il fait d'autres choix et voir si on a les moyens d'agir là-dessus.
On va aussi explorer les motivations de chaque cible. On l'a vu pour le logiciel de comptabilité et la gestion de compte pour les particuliers. Un prescripteur, il va chercher une solution efficace, un utilisateur, une solution simple et facile. De ce fait, on va avoir simplement là un discours à changer. On va pouvoir aussi étendre l'offre avec aussi des produits complémentaires. Ça va permettre d'augmenter la valeur émotionnelle de l'offre. Alors, comment on fait pour augmenter la valeur émotionnelle de l'offre? On va supprimer, atténuer ou ajouter un élément caractéristique par rapport à la nouvelle cible que l'on veut atteindre. On va se servir de la prospective pour dénicher la tendance des prochaines années et voir un petit peu l'évolution vers une nouvelle utilisation d'un produit. C'est le cas par exemple des rasoirs pour les femmes, mais c'est le cas aussi par exemple pour les compotes les fabricants ont repéré qu'elle était consommée hors foyer, ils en ont fait une petite gourde. Aujourd'hui, elle est massivement consommée en dehors du foyer grâce à cette innovation packaging. On peut le voir aussi au travers de l'exemple de la Logan de Renault. En 1998, le patron de Renault annonce une innovation radicale sur le marché automobile qui est la voiture low cost. C'est un grand succès. Ils ont quand même redéfini complètement le modèle de l'automobile et l'ont adapté aux problématiques des consommateurs. Le marché automobile à l'époque était fondé soit sur deux forces opposées, soit le toujours plus, donc plus grand, plus design, plus d'options, plus cher, ou le toujours moins, alors moins grand, moins design et donc moins cher. On n'avait pas une grande voiture ou une voiture spacieuse, pas chère. Ça n'existait pas, du moins à l'époque. Café Renault, ils ont proposé la Logan avec un minimum d'options, évidemment on peut rajouter, pour une voiture familiale avec un espace intérieur vaste et un coffre qui l'est également. Ainsi, Renault a récupéré les acheteurs d'occasion qui cherchaient un bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire une voiture finalement qui tienne la route, comme on dit, avec un prix raisonnable, et ceux qui achetaient petit, faute de budget, pas qu'ils voulaient une petite voiture, mais comme leur budget était limité, forcément, ils correspondaient qu'à une voiture de petite taille, alors qu'ils auraient peut-être eu besoin, parce qu'ils avaient des enfants ou parce que pour d'autres raisons, ils auraient eu besoin d'une voiture beaucoup plus grande. Donc, on le voit, la nécessité par rapport à tout ce qu'on a vu, de rédiger un nouveau canevas stratégique par rapport aux concurrents, en les étudiant et en étudiant le marché et sa cible afin de créer un nouveau canevas. On le voit là, le même canevas stratégique qui était sur la console de jeu. On revoit donc la Xbox et la PS3 et là, en vert, on voit le canevas stratégique qu'a adopté la Wii. On voit que sur tous les critères importants pour la PS3 et la Xbox, la Wii a redescendu ses critères et a créé un nouvel espace stratégique complètement inexploité par ses concurrents. Mais en fait, c'est exactement ça, la stratégie de l'Océan Bleu. On va le détailler derrière. La grille, on va voir la grille ERAC qu'on a vu tout à l'heure de la console de jeu. Donc, vous voyez bien que Nintendo, sur le schéma que l'on a vu, a exclu complètement ou presque la performance du DVD et la taille du disque dur. Ils ont par contre renforcé l'exclusivité des jeux par rapport aux deux autres concurrents. Ils ont atténué les performances graphiques, le design et le prix. Et ils ont ajouté de la simplicité, de l'intuitivité, du partage et de l'amusement, ce qui va leur permettre de toucher une nouvelle cible. Donc les non-clients, c'est le cœur de cible de la stratégie de l'Océan Bleu.
Dans l'océan rouge, on est toujours avec les mêmes clients, même avec ceux de la concurrence, et la taille du marché ne varie pas, alors que dans l'océan bleu, on élargit son marché en incluant les non-clients. On va avoir plusieurs types de non-clients. On va avoir les imminents, qui sont des clients ponctuels, volatiles. Ce n'est pas des clients fidèles, échanges de produits, de marques, etc. On va avoir les anti, c'est les non-consommateurs de ce type de produit. Alors pour la console de jeu, on peut mettre ça sur les personnes un peu âgées qui ne consommaient pas de la console de jeu et qui se sont mis après avec la Wii grâce à la facilité de jeu. Et les inexploités, ceux à qui le marché ne s'adresse jamais. Sur le marché de la console, c'était les familles. On ne s'adressait pas aux familles pour vendre les consoles de jeu. Les consoles de jeu se vendaient essentiellement à un public masculin et étaient essentiellement des consoles où on jouait de manière individuelle. Là, la Wii a proposé des jeux collectifs en famille. On a aussi une classification de produits. Donc, on a les produits que l'on appelle les produits sédentaires qui sont dans la norme du secteur. Ils font partie de l'océan rouge. C'est les produits sur lesquels nous trouvons de la concurrence. Nous avons également les produits pionniers qui créent de la valeur, qui représentent l'océan bleu à un moment donné lors de leur sortie. Après, évidemment, les concurrents viennent vite rejoindre cet océan bleu, malheureusement pour ceux qui les créent, avec donc une clientèle de masse et qui permettent d'avoir une croissance forte. Enfin, nous aurons des produits migrateurs qui sont entre les deux. Ils permettent d'améliorer la valeur pour le client et pour l'entreprise, mais leur innovation est insuffisante et n'est pas assez disruptive pour changer d'océan. C'est aujourd'hui le cas par exemple des smartphones qui évoluent à chaque version, mais qui ne sont pas des innovations disruptives et radicales qui leur permettent d'adresser de nouveaux acheteurs, d'adresser les non-clients. L'objectif est donc bien de trouver un équilibre entre les produits pionniers et les produits sédentaires. Toutefois, on remarque quand même qu'il va y avoir des obstacles à cette stratégie de l'océan bleu. Tout d'abord, des obstacles internes. Il va falloir accompagner le changement en impliquant le management et les salariés. On le voit pour la console de jeu, il a fallu diminuer les performances graphiques, le design. Ça, c'est des choses qui tiennent à cœur dans les entreprises sur lesquelles qui font les jeux vidéo. Il va falloir expliquer que finalement tout ça, ça n'est pas si important que ça pour le consommateur. Il faut l'expliquer, accompagner et il va y avoir peut-être de la réorganisation salariale, ce qui peut poser des problèmes et créer un frein à cette innovation. On va avoir aussi des obstacles externes. Il va falloir assurer des prestataires et des fournisseurs, peut-être avec lesquels on travaille, dont on n'aura peut-être plus besoin ou différemment. Communiquer pour expliquer à l'opinion publique ce qu'est ce nouveau produit, à qui il s'adresse, à quoi il correspond, aux prescripteurs, aux influenceurs. Bref, il va falloir expliquer sa stratégie, son produit, sa cible et faire en sorte que tout le monde comprenne bien le nouveau produit que l'on apporte au marché. On va voir un petit peu maintenant les limites et les bonnes pratiques. En ce qui concerne les limites, on s'est rendu compte quand même que finalement peu d'entreprises arrivent à mettre en place cette stratégie de l'océan bleu, par crainte en partie des conséquences à subir une réorganisation salariale, c'est toujours compliqué. La difficulté aussi d'abandonner une caractéristique valorisante, on l'a vu pour la Wii par exemple, en acceptant d'avoir des performances graphiques et design moins importantes, alors que c'est quand même le faire-valoir de la console de jeu et des jeux. Et parfois, la lourdeur de gestion de certaines entreprises où le changement radical est très compliqué. Le reproche qui a été fait aussi aux fondateurs est que leur stratégie est plus une grille de lecture de certains cas qu'une méthode infaillible et révolutionnaire et qu'elle est plus une approche
déductive et non empirique. Elle relève de l'étude d'une centaine de cas, mais elle ne permet pas d'être mise sur n'importe quel produit en ayant juste des paramètres à changer. Certains reprochent aussi que le concept de l'innovation-valeur reste assez vague. Parfois, c'est un discours à changer, par exemple, lorsque l'on change de cible. Parfois, c'est un positionnement. Parfois, c'est un produit à revoir. Bref, pour certains, c'est un peu compliqué de se projeter dans cette stratégie de l'océan bleu. Et enfin, les reproches sont faits aussi sur la qualification de ce marché rouge et bleu où à partir de combien de concurrents on peut estimer que le marché est rouge. Bref, vous voyez, c'est parfois assez compliqué pour certains d'arriver à se réapproprier cette stratégie de l'océan bleu et cette méthodologie pour la mettre en place pour son propre produit. Enfin, concernant les bonnes pratiques pour bien réussir sa stratégie de l'océan bleu, Kim et Mauborgne proposent de se poser 4 questions. Si la réponse à chacune d'elles n'est pas positive, il faut revenir à la précédente et recommencer. Donc vous devez pour chacune des questions avoir une réponse positive pour vous dire que vous pouvez la mettre en place. Donc votre idée comporte-t-elle vraiment une utilité exceptionnelle pour l'acheteur ? Votre prix est-il bien accessible à la masse de ces nouveaux acheteurs ? Votre prix vous permet-il de maintenir votre coût cible sans sacrifier votre rentabilité ? C'est bien là tout l'objectif de l'innovation-valeur, c'est la valeur aussi pour l'entreprise, pas seulement pour le consommateur. Et enfin, êtes-vous capable d'affronter les problèmes qui vont faire obstacle à l'adoption de votre idée en interne et en externe, comme on a pu le voir tout à l'heure. Si on regarde un petit peu le cas pratique de la Wii, Nintendo a analysé les solutions alternatives qu'il y avait sur le marché concernant les consoles de jeux, avec le marché des loisirs et les pratiques artistiques, créatives et de remise en forme qui revenaient à l'ordre du jour. Ils ont donc créé un nouveau marché en associant leur savoir-faire des consoles et le développement de ces nouveaux usages, en proposant de faire du sport, danser, se maintenir en forme, pratiquer la musique, dessiner, etc. Tout ça rendu possible aussi grâce à la technologie de la détection de mouvement et du joystick, qui rendait cela beaucoup plus facile, agréable et ludique. Donc, il a fallu se positionner, ils ont fixé un prix en dessous de la concurrence, obligeant les concurrents à s'aligner. C'était une stratégie qui était à la fois imposée par l'audience visée, un public plus âgé, moins captif, donc les personnes âgées, les réfractaires et les familles. Et puis la Wii, bien qu'innovante dans ses fonctionnalités, était quand même moins qualitative dans ses composantes, ce qui a quand même permis de pouvoir proposer ce prix plus bas. Ainsi, la baisse des prix a été possible par la limitation des standards habituels. Le choix de la cible, où ils ont proposé de vendre en direct aussi via la Wii Shop, à l'époque, ça ne se faisait pas. Ils ont pu aussi donc changer leur mode de distribution et apporter quelque chose de nouveau par rapport à leurs concurrents. Ils ont étendu l'offre. Ils avaient 2 catégories de produits qui ont contribué à l'essor de la Wii. D'abord les jeux, comme tous les concurrents et comme toutes les consoles de jeux, mais également les accessoires. La Wiimote, la table à dessin, la balance, le volant, etc. L'augmentation de la valeur émotionnelle, elle est passée en maintenant la forte dimension culturelle autour des jeux, en simplifiant la navigation et l'affichage pour mettre l'utilisateur à l'aise, quel que soit son niveau de connaissance technologique, ce qui était important par rapport à la cible, à la nouvelle cible qui était visée. Et ils se sont servis également de la prospective en allant chercher au Japon le programme d'entraînement cérébral du docteur Kawashima,
qui avait énormément de succès au Japon, où les seniors sont beaucoup plus présents encore qu'en France. Et donc, en important ce programme d'entraînement cérébral, ils ont effectivement eu du succès auprès d'une tranche d'âge qu'ils n'avaient pas forcément dans leurs clients. Nintendo a donc su conquérir avec cette Wii les réfractaires, les adultes vieillissants, et ils ont commercialisé leur console auprès d'un public qui n'en consommait pas auparavant, c'est-à-dire les familles. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de cette stratégie de l'Océan Bleu? Que c'est une stratégie disruptive qui permet de dynamiser les ventes et son image, de prendre de l'avance sur ses concurrents, de se positionner comme un acteur dynamique et innovant et évidemment de sortir du lot. Attention toutefois, il va falloir mettre régulièrement à jour le canevas stratégique de ce nouveau marché parce que lorsque celui de l'entreprise ressemblera à nouveau à celui du marché, il sera temps de trouver un nouvel océan bleu. Notre cours est terminé, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours de marketing.